Je ne crois pas être... je ne crois pas être quelqu'un qui ressasse, qui piétine. Même si il m'arrive naturellement de remettre mes pieds en arrière. À mes yeux, enfin, quand je suis en train de dessiner, que je pense, mais aussi quand je suis dehors avec ma chienne et que je marche seul ou Cécile près de moi. Je ne suis pas tracassé par la vie que j'aurais eue, que j'ai traversée. Je l'ai assez souvent dit, la cave pour moi, c'est pas un exemple que je donne, parce que la cave pour moi c'est le lieu primordial. La cave fait office de ventre. Si ma mère invente la vie à la cave, hein, je me rends compte que non seulement qu'elle a été extrêmement déterminante, ça, bon, tout est déterminant dans l'enfance, mais elle est ce que peut-être tout n'est pas. Je veux dire par là qu'elle ensemence bien au-delà d'elle-même. C'est-à-dire la cave, ça a été entre 1924 et 1936, 1940 même, c'est ça. La cave, c'est une assez longue durée, mais la cave a... Les tentacules de la cave viennent jusque maintenant ici, à la Châtre. Elles sont montées dans les montagnes, à la Coue. Elles sont allées à Corcelles, autour de la maison. Ça n'est pas la référence, c'est l'inévitable cave à laquelle non pas je me cogne, mais je m'adresse. J'aurais pu ne plus jamais la découvrir. Il aurait pu ne pas y avoir de Marseille et pas de nécessité à remonter le temps. Au fond, ma vie, ça a été en partie la Ghana, les premiers dessins, les premières tâches, la rencontre, Clé, les surréalistes. Ça a été la rencontre, je me suis cogné à ça. Je me suis cogné, je me suis fait mal, et la douleur que j'ai ressentie de cette rencontre-là, enfin de cette rencontre faite de multiples rencontres, sur un espace très court de 4 ans, a bousculé, ébranlé comme un arbre qu'on secoue pour faire tomber les fruits, mais on ne sait pas quelle récolte on aura. Il n'y a peut-être même pas de récolte parce qu'on secoue l'arbre parce qu'on n'ose pas se secouer soi. Et j'ai secoué l'arbre. Eh bien, depuis ce qui tombe de cet arbre qui ne semble plus exister, mais il est en moi maintenant, cet arbre-là, ce qui tombe, ça tombe sur le sol de ma cave actuelle. Est-ce que je suis devenu... Est-ce que je suis devenu l'homme qui, tous les matins, se réveille comme quand il était enfant et qu'il assistait aussi bien au lever des adultes qui grognaient tout de suite et qui devaient réenfiler leur harde, leur peau tachée, griffée, et qui partaient mécontents, qui partaient déjà fatigués, plus fatigués après la nuit que la veille au soir quand ils s'étaient tombés dans leur lit. Moi, je ne suis pas du tout ça. Moi, je suis le privilégié de cette famille pourrie, la famille des hommes. Je ne crois pas que les animaux se lèvent le matin après la veille, où il y a eu une grande poursuite. Ils auraient pu se faire attraper par le loup, par le renard, par l'aigle. Ils y ont échappé, mais c'est oublié d'une certaine manière.
c'est oublié, c'est un nouveau jour qui commence. Autour de moi, je ne les voyais, et je les vois encore aujourd'hui, autour de moi à La Châtre, autour de moi à Paris, quand j'y vais. Non seulement quelle énorme pierre ils portent, mais quel immense désir ils ont de se débarrasser de cette saloperie de pierre. Et leur pierre, pourtant. Moi, j'ai passé mes premières années de l'éveil. Alors, l'éveil, c'est 47-50, quoi. À faire revenir, à repeindre mon plan. Ouais. J'avais une carte toute brouillée, toute dégueulasse, à la gommer tout doucement. Et je m'apercevais que chaque coup de gomme qui retirait bien la saleté retirait aussi les petits chemins. Donc il fallait que méthodiquement je garde un peu de saleté pour avoir encore un peu la possibilité de repérer les sentiers, les passes, les trous, ici et là, dans les rues, dans les buissons, dans les couloirs. Il fallait que j'accepte, je l'acceptais non seulement avec joie. Je peux dire que mes 4 années à Marseille ont été scindées en deux. Il y avait l'immense coup de hache que j'avais reçu par un échec. Oui. Et en même temps, ce que cet immense coup de hache avait de révélateur, c'est-à-dire, bien sûr qu'il avait fendu et qu'il me montrait, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu es. Et c'était pas beau. Et en même temps, voilà ce que tu ne seras jamais. Et c'était pas très encourageant. Mais en fouillant dans ce grand coup donné par la hache, en fouillant la chair, et c'était à vif de moi-même, il y avait aussi de la vif des autres, de l'autre. Mais en fouillant ça, en fait, en fouillant ma plaie, je ne découvrais pas que de l'horrible, je découvrais un profond espoir en moi de reconstituer, de renouer, de ressouder. En fait, il n'était que... Il n'y avait que moi pour pouvoir tenter... Je n'ai jamais pensé tenter l'impossible. J'ai pensé que ça allait me demander beaucoup de travail, que j'allais en baver. Oui, j'étais content d'en baver. Je me rendais compte que en baver de cette façon-là, c'était tout autre chose que d'en baver comme je l'entendais autour de moi. Le type totalement désespéré, mais il n'y avait rien. C'était l'abandon, c'était la charrue, lourde, pleine de boue mouillée. Moi, non, je sentais des forces nouvelles grandir, s'élever. J'avais même l'impression que je me redressais. J'étais devenu tout à fait voûté. À 23 ans, j'étais grand, maigre, presque cassé en deux. Et au fur et à mesure que non pas les jours et les années passaient, mais les poussières que je sortais. Et ce n'est pas une impression, ça s'est maintenu. Hier, ou il y a 8 jours, ou il y a 1 mois, il y a 1 an, j'étais à ma table, avec mes ongles, je frottais le papier, je me relevais, je regardais par la fenêtre où je m'approchais, je regardais un cadre, une chose qui était dedans, une gravure que Cécile a faite. Je déterre sans arrêt, je déterre avec un profond désir que me soit révélé chaque fois que je sors ma main, mon doigt, mon crayon, ma plume, mon crochet, mon pied, ma bite, chaque fois que je sors ça d'un endroit, c'est un endroit que j'ai voulu fouiller, c'est un endroit que j'ai voulu approcher, c'est le même endroit. Cet endroit-là, il a son origine dans la cave. Et la cave, pour moi, elle a son origine dans le ventre de ma mère. Et le ventre de ma mère,
il a son origine dans le ventre de la terre. Je peux continuer si tu veux, hein. Je vais trouver toujours l'origine plus loin. C'est vers ça que je marche. Ou c'est vers ça que je me jette. Ou c'est dans ça que j'envoie la ligne et que, d'accord, elle est entraînée par le courant, ben, je la ressors et puis je la rejette un peu plus loin. Et puis à nouveau, elle va repasser devant moi. Je vais bien finir par attraper quelque chose. Moi, c'est ça. Quand ça se passe mal, mais il n'y a pas que le dessin qui se passe mal. Il y a un passage, un moment avec un événement de la vie. C'est fait d'une multitude d'événements, la vie. Où on se cogne, on se griffe, on se fait chier, on regrette. On est plein de faiblesses, plein de coups, plein de sang. Mais aussi, on est plein d'amour, plein de puissance. Et tout ça n'est pas tout d'un côté puis tout de l'autre. Tout ne nous est pas interdit, mais rien nous est donné. Et il ne faut pas le voler. Il faut aller au-devant. La vie, elle est prête à ouvrir. Ouais. Elle veut se faire embrasser, là, la vie. Elle ouvre ses jambes. Ouais. Elle ouvre ses lèvres aussi, bien sûr. Mais elle veut qu'on s'approche et elle veut pas qu'on pique. Elle veut pas qu'on plante et qu'on fasse gueuler. Elle veut pas qu'on assomme pour pouvoir mieux voler. Non. Faut s'approcher puis se serrer contre. Et puis lui dire... lui dire, voilà, moi je suis venu, tu vois. Je suis venu, je ne cultive pas la saloperie. Non, je cultive rien. Je cultive même pas mon jardin. Mais je suis venu, je demande quelque chose. Je sais pas encore ce que je vais te demander, mais d'abord je te demande de m'accepter. Et ça, c'est tous les jours qu'il faut se le dire. Ouais. Se dire, je vais demander à la vie de m'accepter, de me recevoir. Jamais elle refuse. Jamais. Elle laisse faire. Mais il est bon de l'avoir avec soi. Ben, ça n'a fait que s'épurer, ça n'a fait que se débarbouiller puis se ressalir. Mais toute ma vie n'est que ça. Toute la vie. Tous autour de nous, ils sont ça. Seulement, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils ont une place à conserver. Ils ont des susceptibilités à ne pas froisser. Ils ont quelque chose en eux-mêmes à ne pas détourner. Ils ont des orgueils démesurés. Ils ont des lâchetés flamboyantes. Ouais. Ils sont devenus la merde. Mais pas tous. Ils sont devenus usés avant d'avoir même dépensé quelque chose d'eux-mêmes. Ils sont dans des combines. Ils veulent asseoir leur gros cul sur la tête des autres. Eh ben ça les concerne. Moi, hein, mais il n'y a pas que moi. J'en ai rencontré. Des types très simples, des filles très gentilles. J'ai rencontré des ordures, ouais, mais bien sûr. J'aime mieux regarder du côté de ce qui a été chaud que de ce qui a été froid. Puis s'il y en a qui sont pas bien, moi aussi je suis pas bien. Je suis sans illusion dans ce domaine. Hein. Je me donne pas en exemple. Non, en exemple valorisant. Ah, pas du tout. Non, je me roule pas dans les saloperies que je pourrais être amené à faire ou sur le point de les faire. Ah, si je peux m'arrêter avant, je me sens mieux. Hein. Bon, ben... tous ces couloirs... moi, j'ai souvent le sentiment que dans la rue, je suis dans un couloir, ou dans ma tête... c'est différent. Hein, quand... je donne un exemple. Hein, je suis en train de dessiner... j'avance et même un autre que moi avance, qui me précède. Ouais. Moi, je suis un peu derrière. Quoi. Puis quelquefois, moi, je le dépasse et puis je vais devant ça. Ben, j'ai le sentiment, et un sentiment certain,
que je suis enfilé dans un couloir. Et vas-y que je te gribouille et que je te farfouille et que je mets mes mains. Et je vois pas clair, mais je vois quand même. J'ai fini par avoir un œil oui, très affûté, très vif. Même dans le noir, ça brille. Oui. Dans le crayon noir, ça vit, ça bouge un peu. Il y a un œil dans le couloir, mais je vais toujours vers lui. C'est un peu une ampoule en même temps, même si elle est faible, même s'il y a des chutes de tension. J'ai des grandes chutes de tension, mais oui, j'ai des grandes chutes d'intérêt. Je m'arrête dans le couloir, je m'assois, je dors pas, je sommeille plutôt. Je sommeille, c'est-à-dire que c'est à peine fermé, mais c'est encore ouvert. Et je vois tout passer. Je me vois qui marche. Pas beau, ouais. Pas beau, je traîne les godasses. Ouais. Alors dans ces moments-là, je traîne le crayon. Et la semelle, elle laisse des petits traits là. D'avance, je sais que il n'y a rien à faire avec ça. Mais d'avance aussi, je dis, faut pas les gommer. Faut pas y toucher. Faut laisser faire ça. Non pas tout est bon, mais tout n'est pas mauvais. Ah, c'est là qu'il faut fouiller. Quand j'étais petit, je découvrais le couloir, mais je le découvrais constamment, alors que je suis resté près de 16 ans dans la cave. Eh bien, je découvrais les couloirs avec mes doigts. J'avais les yeux grands ouverts, mais je voyais pas bien fort là-dedans. C'était noir, il n'y avait pas d'ampoule, il n'y avait rien. Les bonnes, quand elles descendaient, c'était avec des lampes pigeons. Il y en avait une ou deux qui descendaient avec des bougies. Il suffisait d'entrouvrir un tout petit peu notre porte, ça faisait un courant d'air, ça éteignait la bougie. Ah, elle criait. On aimait leur faire peur. Mon père se précipitait, en se précipitant avec sa boîte d'allumettes. Il tombait sur elle, il la touchait un peu. Oh, excusez-moi, mais il était content. Et puis il réallumait la bougie. Moi, j'ai pas de bougie dans mes couloirs. Mais j'avance et puis je mets mes mains. Et ben dans mes dessins, je mets mes mains. Au fond, j'aurais multiplié tout ce que j'ai découvert dans ma cave. Mais ça ne me semble pas du tout absurde et faux. Si, et je le dis, si la cave, ça a été vraiment l'école de la vie pour moi, ben, la vie depuis, elle est nourrie par la cave. Dans le noir, j'ai eu du mal à faire mes premiers pas. On me les a fait faire dans la pièce, dans la cave elle-même, mais on me les a fait faire aussi un peu dans le couloir. On m'a appris à monter les escaliers qui allaient de la cave au vestibule. J'ai donc appris à marcher dans le noir, tenu par une main, et puis de mon autre main, je la mettais le long du mur. Et puis j'avançais, puis on me disait, vas-y, soulève bien ta jambe, soulève bien ta jambe. Voilà, maintenant, l'autre jambe tu soulèves. Oh, mais il est en train de monter. Mais je me souviens de ça. Mais demain, si demain je ressors une feuille et que je commence un autre dessin, ou si demain je sors une feuille et j'essaye d'écrire quelque chose, si demain je ferme le micro, je dis ça y est, basta, il y en a assez, eh ben je vais mettre ma main gauche sur le mur, et puis ma main droite, je vais tenir le crayon. C'est pas une autre main qui va me tenir, mais c'est moi qui vais tenir le crayon. Et puis je vais soulever ma jambe. J'ai toujours le même geste. Dans le noir, je fais un pas. J'ai les bras tendus. Après un peu d'immobilité, ben je vais m'élancer. Mes yeux, ils se sont faits à l'obscurité. Ce qui fait que maintenant, j'aime beaucoup l'obscurité. J'aime beaucoup travailler dans la pénombre. Je commence à percevoir des tout petits points qui sont dedans. Dans le noir total, ça m'est plus difficile, mais il m'est arrivé de tout fermer. Et puis, je touchais ma feuille et j'avançais dedans. J'ai pas du tout envie en donnant de la lumière, de voir que j'ai
j'ai laissé tomber quelque chose qui peut tout de suite se reconnaître. Non, je ne suis pas ça. Mais malgré tout, dans le crayon, il y a quelque chose qui est nécessaire pour moi, c'est que je puisse m'accrocher, c'est-à-dire que je puisse voir quand même quelque chose. Alors ça peut être, ici un œil, ailleurs un trait qui ressemble à une corde. Je la tiens puis j'avance. C'est différent avec les mots. Il y a vraiment une grande différence. Je ne pense pas qu'il y ait de l'écriture ici et de l'écriture là. C'est... Dans l'un, il y a une nécessité à reconnaître, et dans l'autre, il y a une nécessité à faire connaître, à se faire connaître. Je ne peux pas écrire un mot avec MX, MW, pi, que, je ne peux pas. Ça... Je ne pourrais même pas rentrer dans le mot, je ne pourrais pas en accoler un deuxième. Je ne peux pas écrire en quelque sorte n'importe quoi. Et si je me lançais dans un n'importe quoi, il faudrait quand même qu'ensuite je triture, je tripote et je construise. Il faut le couloir, là. Ouais. Après, bon, on sort du couloir. Mais... Alors, dans ma langue à moi, il y a les murs, il n'y a toujours que ce qui est de la vie. Il n'y a pas d'envolée. Je ne suis pas un type à m'envoler. Je ne suis pas un type à suggérer, puis ensuite à terminer ma phrase en disant « tu vois », alors qu'il n'y a rien à voir. Alors que on a plané. Je ne suis pas un type à planer non plus. Je suis... Mais ça, c'est pas la peine que je le redise une fois encore. C'est vraiment la cave. Quand on descend à la cave, il ne faut pas planer parce qu'on tombe. Hein. On se cogne. J'ai au fond caché longtemps ma découverte quand j'étais petit. Je l'ai même caché à l'oncle. Et ensuite, pour ainsi dire 20 ans après, j'ai caché aussi autour de moi. Il n'était pas question que je fasse un partage, puisqu'on m'avait dit, quand j'étais à Marseille, mon pauvre ami, ce que tu veux faire, c'est pas pour toi. Tu ne sais rien. Alors je le gardais pour moi, naturellement. Mais j'ai vraiment longtemps gardé petit ce que j'avais entrevu, et je me rendais compte que si je m'étais ouvert à l'oncle, par exemple, ou à ma mère, ou à mon père, ils ne me repousseraient pas. Ils ne m'ont jamais repoussé, ils ne m'ont jamais dit tais-toi. Mais les quelques fois où... non pas je suis parti en disant j'ai vu des pigeons dans le couloir de la cave, ils auraient rigolé. Et j'en ai jamais vu. Mais j'aurais peut-être aimé en voir. Non, non. Je disais précisément, dans la cave, s'il y a des toiles d'araignée, c'est qu'il y a des araignées. Il faut faire attention, on se fera piquer. Et on me disait, t'as raison, il faut faire attention. Et comment on fait attention? Ben, en avançant, en regardant si on peut voir. Et si on ne peut pas voir, oh, ben, quand tu seras plus grand, tu comprendras comment il faut faire. Mais moi, ma découverte que j'avais faite, c'était que quand je passais dans la cave, et puis que de la cave, j'allais dans le couloir de la cave, j'en avais pas fait quelque chose de monstrueux. J'y avais peur. Mais quand je voyais ma mère se déshabiller puis faire sa toilette, puis qu'elle ouvrait ses jambes, ou bien qu'elle se frottait les dents, puis qu'elle ouvrait grande sa bouche, les dents de devant, elles étaient blanches, mais les dents du fond, c'était tout noir. J'aimais bien regarder dans les trous, moi. Tous les trous. Il y avait des trous de rats, je regardais dedans. Je mettais pas ma main, je mettais pas mon doigt. Je faisais passer des petits cailloux dedans. Le rat, il n'était pas là. Ou bien il était dehors à faire ses commissions. Ou bien il était loin, loin, loin dans le fond. Il était lui aussi dans un couloir. Le rat, lui aussi, il était dans la vie. Plus tard,
Même les couleurs, pour moi, seront des couloirs. Ce sont des choses qu'on a en soi, pas spécialement que dans le corps, des choses qu'on a en soi, un en soi qui déborde le corps. Alors si je dis maintenant la cave et la vie, c'est là, c'est pas tout le temps remettre les pattes en arrière. J'ai rêvé par la suite de pouvoir rencontrer quelqu'un qui m'initierait, mais m'initierait à vivre. Non, m'initierait à tenir devant les grandes vagues qui se lèvent devant vous. Oui, à les contourner ou à les arrêter, à les transformer, à les faire venir. La vie. Là où je commençais à commettre comme un dérapage, c'est quand j'ai eu mes 12-15 ans. J'étais en train de devenir un petit homme. Ouais. Et je me disais que j'étais content quand je revenais du boulot. Vraiment, je me précipitais pour revenir. Pour partir, le matin, je courais pas. Mais le soir, le retour, c'était... Et je souhaitais tout le temps qu'il n'y ait personne dans la cave. Je souhaitais que mon père, ma mère, la grand-mère, ils ne soient pas là. Je descendais à toute pompe, mais je descendais en moi, chez moi. En bas, je tournais à droite, première porte. Je rentrais dans le couloir. Dans le couloir, première porte encore, à droite, ma porte. Elle ne fermait pas à clé, il n'y a pas besoin de fermer à clé, là. J'ouvrais, je rentrais. C'était des fois la nuit. Tout de suite, il y avait la boîte d'allumettes sur le buffet. À gauche, je craquais l'allumette. Je sentais le soufre. C'était un peu long, ça brûlait bleu pour commencer. Puis la grande flamme jaune arrivait. Je l'approchais de la lampe à pétrole. Je soulevais le verre, je relevais un peu la mèche, je remettais le verre. La lumière, tout à coup, elle donnait à la cave les mêmes couleurs que celles que l'on aurait en soulevant un drap puis en découvrant une femme dessous. C'était d'une beauté. Je ne savais pas que j'avais là une grande émotion, mais j'avais le cœur qui battait si fort. Alors, dans le début de mon travail à l'extérieur, entre 13 et 15 ans, mes retours à la cave, j'étais en train de... Je m'en mêlais un peu parce que je découvrais le monde extérieur. On ne sortait pas. Quand on sortait pour aller voir une cousine à ma mère, un cousin, au fond, on y allait par un couloir. On ne passait pas à la lumière au grand jour, même quand j'allais à l'école. Quand j'allais à l'école, je suivais le long couloir de la rue de Sèvres. Et je reprenais pour revenir le long couloir de la rue de Sèvres. Et même l'école que j'aimais pas parce que je comprenais pas ce qu'on me disait. Parce qu'il y avait une incompatibilité entre ce qu'on voulait me faire apprendre et ce que je voulais, non pas apprendre, mais ce que je voulais entendre. Ouais. Pas du tout enfant difficile, encore moins enfant compliqué. Simple enfant se trouvant devant un monde compliqué. Eh bien, hors de la cave, quand j'étais un petit homme, hors de la cave commençait l'autre vie. Pour moi, il a fallu que je me reprenne. Hein. Pour moi, l'extérieur de la cave, c'était un peu le côté faux, l'aspect faux de la vie. L'extérieur égale faux. Alors j'ai mis des mois à... Je ne peux pas dire que je me formulais ça très clairement. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'être très, très près de ce que je ressentais à ce moment-là, mais
Je l'ai encore quelquefois dans des circonstances, pour toute autre chose. Et je me dis, tiens, on dirait que... Oui, quelquefois, je me dis rien du tout. Alors je devais quand même faire très attention, parce que je pouvais me retrouver comme l'oncle. Lui, il était fou. Mais il était fou parce que l'extérieur était une sorte de vaste rigolade tragique. Et on peut tomber là-dedans. Seulement l'extérieur qui est une vaste rigolade tragique. Il n'est même pas question de dire il faut faire attention. C'est perdu, ça. Ça, c'est perdu. Et rectifier ça, c'est pas gagné. Oui. Bien sûr que la cave, c'est un abri. Bien sûr que c'est le ventre. Aujourd'hui, la maison à la Châtre. Ma pièce à la Châtre. C'est un ventre. C'est un lieu. C'est quelque chose qui est... Il y a des parois. On est au milieu des intestins de la vie. Oui. On est dans un trou aussi. C'est presque parfait. Un lieu, c'est presque parfait. Mais il faut pouvoir en sortir sans se dire « dehors, c'est l'imparfait ». Non. Dehors, il y en a d'autres qui marchent avec le parfait. Oui, il faut les rencontrer. Mais, par exemple, je suis certain que dans la cave, il y avait une odeur. C'était notre odeur. On pouvait dire l'odeur des deux. Les deux, quand ils allaient quelque part, quand j'allais chercher mon pain, quand j'allais chercher la viande, ma mère me faisait une petite liste, un petit mot, puis elle disait « tu vas là, là, là ». Je suis certain que partout où je passais, j'en étais tellement certain que j'avais prêté aux gens qui étaient autour de moi que eux, ils étaient certains que le fils des deux, il venait de rentrer dans la boutique, dans le magasin. Il se retournait. Pourquoi il se retournait? Il se retournait pas pour voir... Il se retournait pour voir qui c'était, mais non. Il se retournait pour avoir la confirmation de ce qu'ils avaient pensé. Et leurs pensées, elles étaient passées par leur pif. Ils avaient humé l'air. Et moi, un mètre de rayon autour de moi, il y avait l'odeur. Au fond, je ne l'ai jamais trouvé en étant petit. Je me sentais, je ne trouvais pas. Mais j'étais convaincu. Je l'avais même demandé à mon père. J'avais dit, dis-moi père, on a tous de la sueur, naturellement. Alors, et la sueur des autres, elle n'est pas la même que la nôtre. Oh ben non. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça se sent. Ben oui. Moi, quand je reviens du boulot, ça se sent. Voilà. Mais quand le dimanche, tu t'es lavé, et puis que tu mets une chemise propre, et puis qu'on va au marché faire les commissions, on ne devrait pas sentir, puisqu'on est propre. Ah, il a secoué la tête. Mais il a secoué la tête pas pour me dire t'as raison ou t'as tort, il a secoué la tête, du genre continue. Ben, je lui dis alors pourquoi on sent? Quand on est propre, on sent encore. Pourquoi? Et puis on sent pas pareil que les autres. Pourquoi? Quand on va chez Charlot, il sent autre chose que nous. Quand on va dans le quartier des Menus, chez la Marie, encore une autre odeur. On a tous une odeur. Mon père a fini par me dire, oui, oui, ah, si c'est ça que tu veux dire, bien sûr. On a tous une odeur. Oui.
Je voyais que je ne pouvais pas aller plus loin. Il comprenait sans comprendre, et moi, je ne voyais pas même où je voulais aller. Je m'étais un peu perdu. Alors, il a fallu des années pour que j'arrive à mettre la main sur quelque chose qui m'aide. Et je le cherchais. Je passais une semaine, je passais 15 jours, je passais un mois. J'avais que ça dans la tête. Dans le train, dans le métro, dans le bus, je me serrais contre les gens. Je sentais à la hauteur des épaules. C'était pas la sueur que je cherchais. C'était quelqu'un que je connaissais. Ceux que je connaissais pas, c'était pour faire des différences entre le voisin de droite et le voisin de gauche. J'avais la certitude que, sauf ceux qui se balançaient de l'autre Cologne. Ah, il me faisait chier ceux qui se parfumaient comme ça. Puis il y en avait. Mais il y avait ceux du quartier que je connaissais bien. Ou ceux de l'usine que je connaissais. Quand on pointait pour sortir, on pointait, on s'était tous rhabillés. On était à peu près tous les gars qui travaillaient sur le même établi. On était là, aux horloges. Eh ben, il y en avait un devant moi, puis il y en avait un derrière. Celui qui était devant moi, je la connaissais, son odeur. Quand il n'était pas dans l'atelier, parce qu'il y avait d'autres électriciens qui sortaient de l'atelier, comme moi. Moi, j'étais plutôt on m'appelait le volant. Je volais partout dans les ateliers, parce que j'étais le plus jeune, et le plus jeune, on lui faisait faire aussi le plus mauvais boulot. Quand je revenais, je sentais avec mon nez, juste quand je rentrais, qui est-ce qui était dans l'atelier. Quel était celui qui avait bougé le moins, et celui même qui n'avait pas bougé du tout, puis qui s'était planqué. C'était son odeur qui était là. Et pourtant, il y avait de l'odeur des machines électriques, il y avait de l'odeur de la graisse. On peut dire pareil. Tu mets une certaine graisse sur un morceau de ferraille, et puis tu retrouves 10 ans après un bout de ferraille quelque part, tu le prends dans tes mains, tiens, ça a une odeur, tu sens. C'est la même graisse si ça se trouve. Ça te pince en dessous les côtes. Tu sais pas pourquoi. Il n'y a pas le boulot qui est mis en cause, et non, mais c'est la ferraille. La ferraille, elle se met à vivre par la graisse qui est là. Alors, bon, moi, qu'est-ce que je faisais? Je sentais devant. Alors j'avais le type, le grand, puis derrière moi, j'avais le plus gros. Bon, je sentais. C'était lui, sûr. Au milieu de 50 types, lui, les yeux fermés, aveugle, toc, je l'aurais nommé. Et puis celui qui était derrière, pareil. Il y avait pourtant un tout petit chouille de différence qui était, pour ainsi dire, pas perceptible. J'avais affiné le crayon que j'avais dans le nez. Je me servais pas de mes yeux, là. Après, je me servais de mes yeux, pour voir si je confirmais. Alors j'étais captivé par à la fois la découverte que j'allais faire, c'est-à-dire la confirmation que chacun, qui a sa propre odeur, qui ne s'en occupe jamais, ne sait pas que, d'une certaine façon, c'est en maintenant son odeur qui va peut-être se protéger. Ouais. Et puis un jour, ça a été ça ma petite découverte. J'ai compris que dans la cave, ça fermentait. Mais pas ça fermentait parce qu'il y avait une bestiole qui était dans un coin pourri ou que on avait oublié du papier qui avait enveloppé de la viande et que ça sentait. Non, non, ça fermentait. C'est-à-dire que les odeurs de chacun qui finissaient par se mélanger dans la cave et les odeurs de tout ce qu'on y ramenait, le charbon, le bois, ce qu'on y brûlait, les boulets, le soufre, ce qu'on y épluchait, ce qu'on y lavait, tout ça faisait un monde. Et ce monde-là, j'arrivais toujours au même trou, la vie. Mais cette fermentation, elle était
Elle était l'invisible par où tout se levait. Il y avait aussi bien les pieds de mon père que les fesses de ma mère. Il y avait moi, il y avait ma pisse, il y avait la nécessité de cette fermentation. À 15 ans, je me suis affermi par la certitude de la fermentation, de l'utilité de la fermentation. Je remontais dans les étages, je rentrais chez Mademoiselle Fergin, celle du 3e, parce que elle, c'était le condensé, le concentré de fermentation. Et elle mourait pas. Par contre, j'observais bien que, chez presque tous, il y avait un besoin de décaper la fermentation, de décaper ce qui était à l'intérieur, dans les casseroles ou dans les marmites. Bien sûr que je n'avais pas envie de manger dans des marmites sales, mais même si la vie c'est une sacrée marmite, faut pas la nettoyer. Je ne suis pas sûr qu'il faille aussi l'entretenir, parce que l'entretenir, on ne sait pas comment l'entretenir. Ça se fait tout seul, la fermentation. C'est un truc qui glisse sur un autre. C'est un frottement qu'entraîne une petite écorchure qui suinte. Ce qui suinte s'enflamme, ce qui s'enflamme coule, ce qui coule, faut mettre le nez dedans. Oui. J'aime bien sentir ça. J'aime bien sentir qu'un dessin a de l'odeur. C'est-à-dire qu'il y a des formes qui sont odorantes. Et puis sentir aussi que quand on a écrit, l'odeur, elle se trouve sur le papier parmi les mots. C'est pas des envolées. Faut pas tomber dans de l'invisible, non. Il faut tout de suite reconnaître le poids, l'odeur, les couleurs. Avec ça, déjà, on peut aller. Mais je suis, et je l'ai été, avant maintenant, avant aujourd'hui. Alors j'ai été, et je reste certain, qu'autour de moi, ils essayent de récurer tout, quoi. Que je suis le seul... je suis resté le seul avec ma lampe. C'est pas de la nostalgie, mais... je suis sans doute le seul à avoir aimé de cette façon-là la cave. Ah oui, ma mère pouvait pas l'aimer comme ça. Elle l'aimait. Quand elle l'a quitté, elle a fait « Ah, ça y est, enfin !» Et moi, je me suis dit « Mais il va falloir dormir au premier. » Elle venait de réussir à devenir locataire dans la maison. Il va falloir dormir au premier. Quand je vais rentrer dans le vestibule, au lieu de descendre et de longer les poubelles, de toucher le mur, tourner à gauche, encore à gauche, première porte, il va falloir que je monte, que je tourne à droite, parce que ça sera le premier droite, puis il y aura une petite sonnette, et puis je sonnerai. Et puis j'entendrai ma mère. « Oui, me v'là, me v'là !» On n'avait pas besoin de ça en descendant dans la cave. C'est vrai que c'était dégueulasse en bas, à côté d'en haut. Et c'est vrai aussi que quand on s'est trouvé en haut, j'ai trouvé que c'était dégueulasse. Tout ce qui était trop propre était pour moi... c'était louche. Puis ça n'avait pas d'odeur. Et puis on pouvait ouvrir les bras, on touchait pas les murs et on touchait même pas les meubles. Ma pièce était grande comme la cave. La cave, elle bouge. La cave, elle a de la vie. La cave, ça digère. Et la maison à la chatte maintenant. Et puis avant, la maison au Cousa. Au Cousa, j'ai eu des problèmes. Mais la maison à la Cou, la maison de Corcelles, la maison de ma mère, le ventre de ma mère. Tout ça, où j'ai été enfermé, j'ai l'impression que
tout ça était en train de digérer, de me digérer. Mais me digérer, non pas de me dissoudre. Me dissoudre, ça sera bientôt, peut-être, quand on sera arrivé au bout. Mon rapport avec l'extérieur, c'est que c'est un vide, et en même temps c'est plein, mais c'est tellement vaste que ça me donne l'impression d'avoir des creux, des vides. Eh bien j'emplis, je remplis. Alors que l'intérieur de ma pièce, et puis il y a 70 ans, l'intérieur de la cave, ben elle était pleine. En quelque sorte, j'avais qu'à la vider. Alors que ma pièce, j'ai besoin de la remplir. Quand j'arrive, je la remplis. Ma cave, elle est pleine. Quand j'arrive dans ma cave, je la vide. Je la mange. J'ai à manger dans la cave. J'amène à manger ici dans ma pièce.